pense presque tous les jours parce que je vois ma cicatrice tous les jours. Donc c'est un rappel de tous les jours qu'il faut y aller en fait. Il y a pas le temps et il y a pas le temps de s'arrêter. Il faut juste avancer en fait. Et il faut faire le travail. Que tous mes frères me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Que toutes mes sœurs me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Viens crier fort. On est 4 dans ma famille. Je suis la dernière. J'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. On habitait ici à Angleur, dans un petit appartement. On était un peu agités. Donc on rigolait, on jouait beaucoup. Et du coup, maman en a eu marre. Elle en a eu marre et elle a vu qu'il y avait un centre sportif à Angleur. Et du coup, elle a vu qu'il y avait du ping-pong, il y avait du basket. C'est comme ça, en fait, que j'ai commencé bêtement, simplement, à jouer au basket. C'est pas que j'avais vu quelque part ou quoi que ce soit que le basket, c'était trop bien. Mais c'est maman qui nous a tous mis parce que on était assez perturbants. J'ai pas spécialement eu d'avis défavorable par rapport au basket parce que voilà, au début c'était vraiment une simple passion que j'avais. J'ai joué, j'ai commencé ici à Angleur, je jouais avec les garçons, moi, m'amusais, c'était vraiment juste pour du fun, vraiment pour du fun, donc j'ai pas vraiment eu d'avis défavorable. Ce qui était compliqué, c'était vraiment quand parfois je jouais avec les garçons aussi et que voilà, on disait ouais, pourquoi est-ce qu'elle joue avec les garçons, pourquoi est-ce qu'elle va pas jouer avec les filles, etc. Et franchement, je suis reconnaissante de Véronique Gueuzen et de Vincent Esposito qui m'ont forgé en me mettant avec les garçons et qui m'ont permis de vraiment continuer jusqu'à ils ont fait même une dérogation pour que je puisse continuer à jouer avec les garçons alors que j'avais l'âge d'aller avec les filles. Ça m'a permis vraiment de me forger un caractère. J'ai pas eu d'avis défavorable, c'était plus le fait que je jouais avec les garçons. Dès le départ, en fait, les gens ont vu un potentiel en moi, donc du coup, ils m'ont encouragée et j'ai vraiment bien été entourée à ce niveau-là. Et ici, c'est chez moi. Honnêtement, c'est chez moi. C'est mon quartier. C'est un endroit où j'ai aimé venir étant jeune. Non seulement pour voir les grands jouer, mais pour aussi parfois jouer. Pendant l'été, parfois, quand j'avais pas spécialement de salle qui était disponible, c'était ici que je venais. C'était ici que je venais m'entraîner, que je venais me défouler. C'est la maison. Ici, c'est vraiment la maison. Christian Erkenruther, mon coach allemand. C'est vraiment... c'est marrant parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps et on en a parlé. Et c'est vraiment lui qui m'a donné ma première chance à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu vraiment quelqu'un de proche. C'est quelqu'un que je peux... au niveau basket, il me connaît, donc du coup, je peux parler honnêtement avec lui. Et il va me donner les bons conseils et il va être franc avec moi. Ça, c'est un coach aussi, c'est Sébastien Dufour. Heureusement qu'il était là cette saison-là. Vraiment, heureusement qu'il était là parce que c'était une saison assez compliquée où vraiment, même avec mes coéquipières ne m'aidaient pas spécialement. Mais il a toujours été un soutien. C'est pas parce que mes coéquipières parlaient mal de moi ou quoi que ce soit il m'a retiré, il m'a mis au fond du banc. Non, il m'a toujours gardé dans le starting five, toujours titulaire. On a continué à travailler. C'est avec lui d'ailleurs que j'ai gagné cette coupe de Belgique. Mon papa a toujours, malgré sa maladie, il a toujours été là, toujours assisté à mes matchs. Il a toujours fait en sorte même si j'étais à l'étranger, de toujours venir, parce que ça, c'est pas une photo en Belgique, c'est une photo en Allemagne. On peut le voir encore ici aussi. Il est venu en Allemagne. Partout où j'allais, il essayait de venir au moins une fois, voir les matchs, voir comment ça se passait. Elle est forte en émotion parce que surtout cette photo-là, parce que le mois précédent, mon papa était à l'hôpital et j'avais passé un mois. C'était un mois compliqué. Honnêtement, c'était un mois compliqué. On était revenu à Noël et voilà, pour les fêtes de Noël, il est allé à l'hôpital. Et moi, j'avais même dit, papa, est-ce que tu veux que je reste? Il m'a dit non, il faut que tu ailles faire ce que tu dois faire. Du coup, je suis retournée en Allemagne et le voir ce jour-là, c'était ma plus grande fierté. Vraiment, c'était ma plus grande fierté. En plus, j'ai fait un bon match. Et le jour juste avant, mon neveu est né. Donc, ouais. Les numéros que j'ai portés durant ma carrière ont tous une signification et il y a surtout une évolution. Donc, j'ai eu le 14, le 24 et le 44. Le 14, tout simplement, parce que
on va dire que le 14 était centré vraiment sur moi. Je n'avais pas spécialement Christ à ce moment-là et je ne connaissais pas spécialement Christ à ce moment-là. Et donc, du coup, le 14, c'était mon anniversaire, c'était moi, moi. Voilà, c'était simplement ça. Il n'y a pas d'autre signification. Après, le 24, c'est vraiment la période où j'ai commencé vraiment à rentrer dans ma relation avec Christ. Donc déjà, donc le 24, pourquoi? Je voulais quand même garder le 4 parce que voilà, comme ça, j'avais vraiment une continuité. Et j'ai mis le 2. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que il y avait déjà une nouvelle version de moi qui est en train de sortir. Donc c'était un peu la version 2.0 de Emanuela qui est en train de se développer, qui est en train de ressortir. Et puis là, ben, si vous me voyez jouer, je joue avec le numéro 44. Le numéro 44 qui me tient vraiment à cœur parce que celui-là a vraiment marqué, je pense, un changement aussi dans mon basket, dans ma vie, vraiment dans tout. Et j'ai pris le chiffre 40. Pourquoi? Parce que le chiffre 40, c'est vraiment le chiffre de l'épreuve, c'est le chiffre de la transformation. Quand on regarde dans la Bible, ben, par exemple, les 40 années où le peuple d'Israël était dans le désert, les 40 jours et 40 nuits où Jésus était dans le désert aussi. Et donc, du coup, ce qui en est sorti de ces 40 jours, de ces 40 années, c'était une transformation. Il y a eu vraiment une transformation totale et c'est vraiment, en fait, depuis que j'ai le numéro 44, ce qui est en train de se passer, non seulement dans mon basket, mais aussi dans ma vie, c'est vraiment une transformation. Donc, c'est pour ça que j'ai ce numéro-là. Cette photo-là, en fait, j'avais un match en Euroleague, je crois, en Pologne, et elle était je sais plus où. Et du coup, on était en train de se parler par message, on parlait de nos matchs, comment ça s'était passé, etc., je pense. Et je lui ai demandé, ouais, t'es où, nanana, elle me demande, t'es où, et je dis à l'aéroport, et tout ça et tout. Et elle me dit, ouais, je suis à l'aéroport, à cet aéroport-là. Et je dis, mais moi aussi, je suis à l'aéroport-là, en fait. Et du coup, bah, on s'est dit, ouais, t'es où, et tout ça et tout. Et on s'est retrouvés, donc on s'est retrouvés à l'aéroport, et franchement, ça faisait du bien de se voir, parce que, bah, elle était encore pro à ce moment-là, donc du coup, bah, nos agendas étaient très compliqués pour se voir. On se voyait peut-être 2-3 jours à Noël, des trucs comme ça. Et puis après, elle devait repartir ou je devais repartir. Quand vous avez une sœur qui performe, honnêtement, c'est plus facile d'entrer dans le monde du sport, dans la vie professionnelle, etc. Même si j'ai dû quand même faire mon chemin et faire mes preuves, parce que c'est un monde où il faut faire vraiment ses preuves aussi et qu'on ne te laisse pas venir comme ça, même si tu as un nom. Et honnêtement, elle m'a inspirée dans tout, en vrai. En vérité, elle a été, je vais pas mentir, elle a été mon modèle aussi. J'ai pas seulement de star de WNBA ou NBA, mais ma sœur a vraiment été aspirante. On a joué ensemble aussi, donc ça aide toujours d'avoir quelqu'un qui te connaît, qui connaît tes capacités, qui connaît ton potentiel. Ça aide vraiment, ça te met en confiance. Le bien, c'est qu'elle a laissé une bonne trace d'elle, en fait. Et donc, quand tu laisses une bonne trace de toi, la personne qui vient après toi, ben, elle a son chemin comme on pourrait dire, ben, il est déjà déblayé, en fait. Elle avait déjà déblayé un chemin pour moi. Je pense que oui, ma carrière, même si peut-être elle dira que non, je sais pas. Mais je pense que oui, ma carrière l'a potentiellement influencée, ou en tout cas lui a donné un aperçu de ce que ça peut être, de où elle peut aller, des ambitions qu'elle pouvait avoir en tout cas. Et en tout cas, j'espère avoir été un modèle de discipline et de rigueur dans ce que moi j'ai pu montrer. Humainement, je décrirais Emanuela comme quelqu'un de toujours dans la joie, toujours avec le sourire, toujours prête à aider les gens, prête à être là pour les gens, à les supporter, à les booster. Donc si je ciblais 3 qualités chez Manu, alors la première, c'est pas une qualité sportive, mais c'est plutôt, on va dire qu'elle a pas sa langue dans sa poche, donc c'est plutôt son franc-parler. Et je pense, pour moi, c'est un gros avantage dans tous les domaines de travail, mais je pense encore plus dans le sport de haut niveau, où surtout en basket, on est amené à vivre avec les gens une grosse partie de l'année, à beaucoup collaborer, à faire un gros travail collectif. Donc évidemment, s'il y a des non-dits, ça ne peut pas fonctionner. Donc je pense que ça, c'est la première grande qualité chez elle. C'est une qualité qu'on retrouve aussi chez sa sœur, je pense. Et alors la deuxième qualité, ça pour moi en tant qu'entraîneur, c'est aussi très important. Donc c'est évidemment que c'est une travailleuse. On n'arrive pas à faire une carrière comme ça sur le long terme sans être un travailleur.
Donc pour moi, c'est une travailleuse. À partir du moment où l'entraînement commence, ben, elle tourne le bouton, elle se donne à 300% jusqu'à la fin de la séance. Et elle arrive à répéter ça tous les jours. Et c'est aussi ce qu'on demande à un sportif de haut niveau, c'est de pouvoir faire les mêmes choses tous les jours, répéter avec la même rigueur, avec la même qualité. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il y en a si peu qui y arrivent, quoi. Et alors la troisième qualité, donc ça rejoint un peu ce que j'avais dit précédemment, c'est le fait que, en dehors du basket, elle a su maintenir des autres centres d'intérêt. Elle a su, comme j'ai dit, faire le double projet sport, études, mais aussi construire, à mon avis, des choses sur le côté. Et tout ça, ben, ça va lui servir maintenant. Donc ça va lui permettre d'appréhender sa seconde vie, entre guillemets, avec beaucoup de sérénité. Et donc je ne doute pas qu'il lui attend beaucoup de bonnes choses et encore des succès dans sa nouvelle vie. Donc là, vous voyez sur des photos avec un groupe de jeunes filles. Il faut savoir qu'à cette période-là, donc j'étais joueuse, mais j'avais aussi une équipe de U8, U10. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi de l'impact que je pouvais avoir sur les jeunes, sur les jeunes filles, autre que par jouer au basket, mais en leur apportant quelque chose de différent, qui est mon soutien, qui est leur apporter parfois juste de la confiance, leur dire que chacun progresse à sa manière. Et je pense que c'est vraiment là aussi que j'ai accepté la responsabilité que j'avais d'être un modèle, en fait, pour les gens, que je le veuille ou pas. D'une manière ou d'une autre, tu deviens un modèle pour les jeunes. Après, ça représente aussi le basket, toute la partie basket, etc., etc. Mais toutes ces petites filles-là, en fait, il faut savoir que j'ai encore des contacts avec elles aujourd'hui. Donc là, elles avaient peut-être 8 ans, elles avaient peut-être 9 ans, et aujourd'hui, elles ont peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Voilà, à travers les réseaux sociaux, on s'est encore parlé, on s'est encore discuté. Et je pense que celle-ci est vraiment forte parce que tu peux vraiment voir C'était mon dernier match à Namur et après, j'allais changer de club et on peut vraiment voir la connexion qu'il y a entre les jeunes et moi. Et je pense que voilà, c'est aussi... on peut arrêter le basket, mais je pense que le basket ne s'arrête pas et que tu peux toujours donner quelque chose. Même si tu ne joues plus, il y a toujours quelque chose à donner. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est de donner. Ce rôle modèle, en fait, j'ai eu du mal à l'accepter. Honnêtement, j'ai eu du mal à l'accepter, de voir que les gens me regardaient, qu'en fait, j'avais une responsabilité envers ces personnes-là. Même sans le vouloir, même inconsciemment, tu as une responsabilité. Et j'ai eu du mal à l'accepter. Ça m'a pris du temps vraiment à l'accepter et à le vivre pleinement, en fait. Parce que je voyais plus ça comme une responsabilité, comme quelque chose de lourd, plutôt que comme quelque chose de positif, en fait. Et vraiment, quand j'ai creusé dans ma relation avec Dieu et que Dieu m'a révélé certaines choses, c'est là que j'ai vraiment endossé cette responsabilité pleinement. Et je pense que oui, elles peuvent s'identifier. Et je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui s'identifient, malgré que c'est vraiment ici, on va dire, la première fois que je parle vraiment à cœur ouvert de ma relation, de mon témoignage. Maintenant, oui, je pense qu'elles peuvent s'identifier. Et je pense que j'ai déjà eu pas mal de jeunes filles qui venaient me demander, me poser des questions par rapport au basket, par rapport à tout ça. Donc, inconsciemment, que je le veuille ou pas, je pense que oui, j'ai ce rôle d'identification avec ces jeunes filles. Depuis ma naissance, ça a été compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis née avec un dysfonctionnement cardiaque. J'avais la valve droite. Ma maman pourra mieux expliquer ça parce qu'elle connaît le milieu médical, mais j'avais la valve droite qui était mal mise, donc je ne pompais pas mon sang correctement. C'était compliqué parce que j'étais un bébé, je venais de naître. Du coup, personne ne voulait opérer. Personne ne veut opérer un bébé. Qui veut opérer un bébé qui vient à peine de naître avec un petit cœur? Qui veut être responsable de ça? Peut-être de la mort de l'enfant?
personne. Du coup, personne ne voulait m'opérer au départ. J'ai dû attendre 18 mois, donc je pense que vous pouvez imaginer un peu dans la tête des parents, des sœurs, des frères, du frère. Voilà, c'était quand même stressant, c'était comme... tu sais pas en fait ce qui va se passer. Tu sais pas le lendemain comment ça va se passer, tu sais pas si l'enfant va rester, si l'enfant sera là. Et donc, oui, en fait, si on regarde le diagnostic de la vie, j'aurais jamais dû vivre tout ça. J'aurais jamais dû vivre tout ça et j'aurais même pas dû fêter ma 30e année il y a une semaine. Mais la grâce de Dieu. Mais Dieu a permis qu'à 18 mois, il y a un chirurgien asiatique qui était là et qui a dit oui, qui a regardé mon dossier et qui a dit que lui, il n'avait pas de souci à le faire. Logiquement, ça devait se faire en deux opérations parce que c'était vraiment une grosse opération et on ne voulait pas faire la totalité sur un bébé. Et miraculeusement, il a commencé l'opération, il a vu que j'étais stable et il a continué l'opération et il a fait ça en une fois en fait. Du coup, ouais, voilà, franchement, j'aurais pas dû vivre tout ça. Honnêtement, si c'était pas la grâce de Dieu, si c'était pas un miracle de Dieu, j'aurais pas dû vivre tout ça. J'aurais jamais dû gagner autant de trophées, j'aurais jamais joué l'Euroleague, j'aurais jamais joué l'Eurocup, j'aurais pas fait tout ça. C'est pour ça que je dis, il y a plus grand que moi. Je pense que c'était écrit, et voilà, c'était écrit que ça devait être comme ça et que je devais être un témoignage vivant en fait de ce que Dieu a fait pour moi. Et voilà, franchement, au départ, moi je savais pas, hein. Honnêtement, je savais pas. Et c'est un jour en train de me changer, je vois que j'ai une cicatrice en fait, parce que j'ai une cicatrice qui part du bas de mon dos, qui vient parce qu'ils ont opéré par le dos, qui vient devant jusqu'à ma poitrine. Et je me suis assise, je me suis dit, mais moi je me rappelais pas de tout ça. C'est maman qui m'a expliqué que, oui, en fait, tu as eu une opération. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment plus que moi. Et voilà, et franchement, je ne vous cache pas le stress. Et c'est ça aussi qui parfois me permet aussi de me rappeler en fait que quand j'ai envie d'abandonner, quand j'ai envie vraiment de me dire, ouais, non, en fait, ce matin, j'ai vraiment pas envie d'aller au basket, j'ai vraiment pas envie d'entendre parler de basket. C'est ça qui me rappelle que cette cicatrice me rappelle en fait que je dois continuer, que je dois le faire en fait, parce qu'il y a tellement de gens qui doivent entendre tout ça, et il y a tellement de gens qui doivent entendre parler de Christ en fait. J'ai toujours cru en elle que c'est une battante parce qu'elle est venue déjà avec une force pour se battre contre la vie. Elle est née, comme vous le savez, avec une malformation cardiaque. Elle s'est battue pour survivre parce qu'à l'époque, il y a beaucoup d'enfants qui ne s'en sortent pas. Mais elle s'est battue pour résister à la vie. Voilà pourquoi j'ai dit toujours c'est une grande battante. Un modèle de courage, en fait, justement, par rapport au fait qu'elle a dû surmonter tout ça. Et puis, elle n'a jamais ronchonné, elle n'a jamais vraiment explosé pour dire que, ah bon, moi, j'étais comme ça, j'avais des problèmes de santé. Et puis finalement, voilà, non. Elle s'est toujours donnée à fond, comme si elle n'avait rien, en fait. Donc, oui, je pense que pour moi, comme pour d'autres, c'est un modèle de courage et d'abnégation. J'étais enceinte de 7-8 mois de ma grossesse où on a diagnostiqué in vitro qu'elle avait un problème cardiaque. Il fallait attendre à la naissance pour vraiment poser le diagnostic. Et après, quand le diagnostic a été posé, on nous a dit qu'elle vivrait plus ou moins 1 an et demi, pas plus. D'où, en tant que parents, on s'est dit on ne peut pas laisser comme ça accepter les diagnostics posés. On a voulu explorer plus loin. On nous a envoyés vers l'Allemagne ou vers Bruxelles. L'Allemagne, ça nous semblait loin avec les autres enfants qu'on avait encore en bas âge, d'où on a décidé d'aller sur Bruxelles. Et à Bruxelles, la Reine Fabiola, où vraiment le diagnostic était vraiment confirmé, mais qu'il y avait une possibilité d'une intervention chirurgicale, mais en 2 fois. D'où on s'est rabattu sur Bruxelles, qui était vraiment le centre qui nous convenait et que c'était plus facile pour l'organisation et de la vie de la famille et de la vie d'Emmanuela, vu qu'Emmanuela, c'est la dernière, c'est la cadette de la famille et les autres enfants, ils étaient encore en bas âge. On a accepté l'intervention sur Bruxelles, on est allé sur Bruxelles et ça a été fait, au lieu d'être fait en 1 fois, ça a été fait en 2 fois pour vous dire que vraiment Manuela, c'est une battante. Et en 1 fois, l'intervention a été faite. Et quand on nous a dit que normalement c'était fini, on ne faisait plus rien, que c'était bon pour elle,
On a vraiment été contente pour les résultats qu'on nous a donnés. Et voilà pourquoi, toujours, je dirais que c'est une grande patate. Ça, c'est quelque chose que, allez, j'y pense presque tous les jours parce que je vois ma cicatrice tous les jours. Donc, c'est un rappel de tous les jours qu'il faut y aller, en fait. Il y a pas le temps et il n'y a pas le temps de s'arrêter. Il faut juste avancer, en fait. Et il faut faire le travail, tu vois. Mais, oui, ça, c'est... Je crois que cette cicatrice-là, elle sera gravée à vie, de toute façon. Donc, j'ai pas le choix de... Tous les jours, j'y pense. Oui, tous les jours. En plus de mon opération de cœur, j'ai eu 2 ligaments croisés, donc un sur chaque genou. Les sportifs savent ce que c'est un ligament croisé, donc on sait que c'est une saison plus ou moins où tu es out. C'était très dur. Franchement, le premier, je l'ai eu en 2008, pardon. J'avais 15 ans et j'allais faire mon premier championnat normalement d'Europe U16. En l'été, j'ai eu mon ligament au mois de janvier et en été, je devais partir avec les U16. Et donc, qui dit ligament croisé dit rééducation, qui dit 6 mois minimum out. Donc, du coup, j'ai pas pu faire mon premier championnat d'Europe jeune. Donc, ça m'a vraiment... ça m'a foutu un coup quand même. Honnêtement, ça m'a foutu un coup et je me suis dit, mais mince... je sais, et puis, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'avais pas vu beaucoup de gens autour de moi l'avoir, donc du coup, je savais pas en fait à quoi m'attendre. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas si j'allais revenir à niveau. Tu te poses beaucoup de questions en fait. Et je venais de commencer en fait. J'avais 15-16 ans, donc je venais de commencer en fait mon parcours parce que j'étais au centre de formation. Donc je commençais le centre de formation à Namur, etc. Donc, c'était assez compliqué. Maintenant, voilà, comme j'étais au centre de formation aussi, j'ai eu un bon staff médical. J'ai eu aussi des coachs qui étaient là. J'avais ma sœur, j'avais ma famille qui était vraiment là. Et je pense que ça aussi, ça a fait la différence. Donc, ça, c'était pour le premier croisé. Le deuxième croisé, c'était encore pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je revenais du championnat d'Europe U20 et je venais d'être dans le starting five majeur. Donc, pour expliquer, en fait, c'est... Le championnat d'Europe, c'est un peu comme au foot. C'est les U20, donc toutes les filles U20 de chaque pays font un tournoi dans un pays. Et donc, à la fin, on choisit les 5 meilleures joueuses de tout le tournoi, donc toutes les équipes confondues. Et j'étais donc à ma position la meilleure. Et donc, c'est comme si j'étais au sommet, en fait, de mon art, si je peux dire ça comme ça. Et je reviens 2 semaines après, premier match de championnat, boum, ligament croisé. Il était dur. Vraiment, c'était dur parce qu'en plus, je le savais. Quand je me suis blessée, je savais que c'était mon ligament. Les gens étaient en train de me dire non, peut-être tu as juste fait une entorse à ton genou, etc. Mais je savais. Je l'ai senti et je le savais. Donc, du coup, c'était un gros coup de massue parce que j'étais vraiment au top et je me suis dit que j'allais continuer sur cette lancée-là. Et du coup, ça m'a arrêté en fait. Ça m'a stoppé et en plus, je savais à quoi m'attendre à ce moment-là. Donc, je savais comment ça avait été dur la première fois. Et je me dis, ah ouais, donc c'est reparti en fait. On est reparti pour la même chose. J'ai beaucoup pleuré le deuxième, je pense. J'ai plus pleuré le deuxième que le premier parce que je savais à quoi m'attendre. Je savais que ma saison était finie, que même on essayait de faire en sorte que je revienne pour les playoffs, mais je savais que je n'allais pas revenir pour les playoffs. J'ai eu aussi un kyste qui est apparu comme ça, du jour au lendemain sur mon pied. Et voilà, il fallait subir les opérations. C'est toujours dur quand on dit que tu dois passer sur la table. Mais ça forge le caractère aussi. Vraiment, je pense que si j'étais pas passée par là, je sais pas si mon mental serait aussi fort, aussi dur. Franchement, je sais pas. Je sais pas, ça m'a forgé aussi, ça m'a forgé un caractère, ça m'a forgé mentalement, ça m'a permis aussi d'affiner ma vision aussi. Ça m'a permis aussi de m'asseoir et de me poser et de me dire, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment en fait? Humainement, ce que ça fait quand t'es pas repris en équipe nationale, je vais pas mentir, honnêtement, on est là pour être vrai et pour être honnête, ça fait mal. Parce que tu te mets, en tant que joueur, personnellement pour moi, tu te mets des objectifs. Ok, tu te mets des objectifs, voilà, pour ton club, pour l'équipe nationale, pour dans 5 ans peut-être.
Et c'est comme si tu n'atteins pas ton objectif. Et ça fait mal, parce que tu travailles pour ça, tu mets tout en place pour arriver là, que ce soit dans ton club, que ce soit toi-même individuellement, pendant l'été, etc., etc. Et non, c'est une déception. Maintenant, avec le temps, tu comprends que ce n'est pas de ton ressort, en fait. J'aime bien cette phrase qui dit « control what you can control ». Qui signifie en gros contrôle ce que toi-même tu peux contrôler. Et il y a des décisions de coach que tu peux pas contrôler. Même si tu as performé dans ton club, même si tu as fait ce que tu devais faire, parfois, c'est juste des décisions que toi tu ne contrôles pas, que tu ne gères pas. Et tu apprends à vivre avec ça en fait, jusqu'à la prochaine fois et tu continues à travailler. Ça te pousse encore à travailler encore plus, sans que ça devienne une obsession en fait. Il faut pas que ça devienne non plus trop et que tu te dis, ouais, je veux absolument ça, tu vois. Il y a des jours où il y a des années où ça va arriver, où tu vas être dans la sélection, où peut-être, voilà, le coach va apprécier, tu es tout ce que le coach recherche, et tu vas être dans la sélection. Et il y a des années où tu n'es pas dedans, et c'est comme ça. Et je pense qu'il y a un temps pour tout, il y a une saison pour toute chose. Et voilà, c'est toujours un honneur de faire partie de l'équipe nationale. Maintenant, ça reste des décisions de coach, il y a de la politique aussi, faut pas se leurrer, il y a de la politique aussi. Donc, honnêtement, c'est vrai, c'est difficile. Il faut passer au-dessus. Mais avec le temps, franchement, j'ai compris que il y avait des décisions de coach que tu ne pouvais pas contrôler. Alors, le fait qu'elle ne soit pas sélectionnée, c'est sûr que c'est pas... ça fait pas plaisir parce que quand je vois sans vouloir critiquer, mais je pense qu'elle avait sa place. Donc après, les coachs font des choix, on les respecte. Si moi j'avais été dans leur position, je ne sais pas quel choix non plus j'aurais fait. C'est jamais évident. Maintenant, moi, d'un œil en tout cas de ce que je voyais, je pense qu'elle avait vraiment sa place. Mais après, voilà, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit et pour dire c'est le bon choix ou pas le mauvais choix. Mais c'est sûr qu'en tant que grande sœur, tu te dis c'est dommage. Et objectivement parlant aussi, pas juste en tant que grande sœur, mais objectivement parlant en termes basket, je sais pas. Honnêtement, oui, il y a une envie d'abandonner. Tu te dis, pourquoi est-ce que je vais encore me tuer à la tâche pour ça, en fait, pour aller dans une équipe où on ne veut pas spécialement, en fait. Mais en tant que compétiteur, tu ne peux pas. Même si tu as envie d'abandonner, tu vois, il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit, mais non, en fait. Et tu continues. C'est cette petite voix-là aussi qui te permet de continuer, de travailler et d'avancer pour atteindre tes objectifs. Toute ma famille était là. Ce jour-là, c'était la finale de la Coupe de Belgique, quand je jouais à Namur. Et le jour avant, je voulais me faire baptiser. Et je me rappelle que le match, au premier mi-temps, ça s'était bien passé. Et puis alors, on a commencé à perdre. Et je me suis dit, Seigneur, en fait, fais comme tu veux. Et c'est vraiment à ce moment-là, en fait, où vraiment, il y a vraiment quelque chose qui a shifté. Et donc, on était à moins 16 à la fin du troisième quart-temps et on gagne d'un point. Donc, c'était vraiment un clin d'œil de Dieu pour me dire, tu vois, je suis là. Genre, tu m'as donné ta vie et t'inquiète pas, je suis là, j'ai tout entre mes mains. Donc, ouais, la première personne pour laquelle je joue, c'est Dieu. Honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les numéros, il y a une évolution. Et c'est vraiment quand j'ai compris, en fait, qu'il y avait plus que moi, qu'il y avait plus grand que moi, en fait, à travers ça, qu'en fait, mon basket a décollé, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai joué l'Eurocup, que j'ai été à l'étranger, que j'ai joué l'Euroleague, que j'ai commencé à gagner des trophées, que j'ai commencé à être, même moi, individuellement reconnu. Donc, la personne... c'est pas que je veux... Bien sûr, je veux rendre fier Dieu, mais c'est surtout que je veux le faire connaître au travers de mon basket. Donc, bien sûr, après, je pense que ma famille est fière de moi, que mes proches, mon entourage est fier de moi, mais vraiment la première personne que je veux rendre fier ou que je veux vraiment faire connaître, c'est Christ. Il faut qu'on voit Christ. Si on ne voit pas Christ, je pense qu'il n'y a aucune raison de jouer au basket pour moi. Il n'y a pas d'autre secret que Jésus. Voilà, en tant que chrétienne, c'est ce qui fait qu'on tient, autant elle que moi. Quand on est joueuse professionnelle de basket ou autre, dans tout ce qui est sport de haut niveau, le mental joue beaucoup.
C'est pas toujours évident. On voit, enfin, tout le monde voit the top of the iceberg, tout le monde voit la partie rose où tout est bien, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas forcément et qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Et je crois que c'est vraiment notre ancrage dans le Seigneur qui fait qu'on tient malgré tout. Je suis fière de son parcours d'abord. Partir de sa santé, commencer le basket, arriver au niveau international où elle a brillé. Elle a bien joué son match de basket et c'était ce qu'elle voulait. Et en plus de ça, combiné avec ses études, où elle a quand même un diplôme universitaire, je suis la maman la plus fière. Qu'est-ce que je peux demander en plus? Aujourd'hui, elle est à la retraite. Je sais qu'elle ne restera pas au chômage ou elle ne cherchera pas, mais elle arrivera quand même à être insérée. D'où je dis toujours, c'est possible de faire le sport à haut niveau et d'être quand même, avoir un bagage intellectuel à côté. Et voilà pourquoi moi, je suis vraiment très fière. Aujourd'hui, je sais que dans sa vie future, où elle va s'engager, ça sera que du bonheur pour elle, parce que là, c'est ce qu'il lui faut. À partir du moment où on est une basketteuse, qu'on a joué ici en Belgique en Division 1, qu'on a joué à l'étranger et qu'on a été sélectionné en équipe nationale, je pense que voilà, le parcours sportif, il est réussi. Surtout quand, comme Manu, on a réussi à faire un double projet qui est école, enfin scolarité, études et sport de haut niveau. Donc voilà, on peut que dire que c'est une réussite, quoi. Une fois que c'est fini, les choses auxquelles il faut s'attendre, c'est qu'en tout cas, c'est pas si évident que ça. Même si c'est un choix que l'on a pris, que l'on assume. Le basket nous manque, on n'a plus cette adrénaline qu'on avait dans le basket, qu'il faut essayer de peut-être combler ou trouver autre part dans d'autres choses. Donc, c'est pas la même adrénaline en plus de ça. Donc, c'est le trouver dans d'autres choses de manière différente en plus. Donc, je vais dire, encore une fois, c'est une capacité d'adaptation. C'est pouvoir s'adapter au fait que, ben voilà, maintenant, il n'y a plus de basket. Mais il y a d'autres choses que je peux faire aussi. Je suis également utile pour d'autres choses. Il n'y a pas que le basket. Il y a d'autres choses aussi. J'ai d'autres dons, j'ai d'autres talents, j'ai d'autres choses que je peux mettre à profit et être utile, en fait. Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de formule magique. Est-ce que je me prépare? Pas spécialement. Bien sûr, je prépare mes projets, etc. Après, ça c'est sûr. Mais se préparer pour arrêter, honnêtement, je pense qu'il n'y a vraiment pas de formule magique. Et ce que je me dis, c'est que de profiter en fait de chaque instant, parce que c'est vraiment un talent que Dieu m'a donné en fait. C'est pas qu'il s'arrête, c'est pas que j'aurai plus de talent. Le talent reste à l'intérieur de moi, c'est juste que je vais l'utiliser différemment en fait. Et voilà, franchement, ce que je veux vraiment cette année, c'est profiter en fait de tout, profiter de connaître aussi mes coéquipières, profiter des moments que j'ai avec elles, profiter voilà, de prendre en fait tout ce que je peux prendre en fait dans cette dernière saison. Et j'essaie de ne pas trop penser à la fin. Parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez sensible, d'assez émotionnel. Et je sais qu'à la fin, genre vers le mois d'avril-mai, je sais que ça va... Là, je vais le sentir. Ici, peut-être, je le sens moins. Mais à la fin, quand voilà, tu vois la fin de la saison approcher, je sais que là, je vais vraiment le sentir. Et que ça va me... Pas que ça va m'attrister, pas du tout, pas que ça va m'attrister, mais je vais être nostalgique, je pense. Je vais repenser un peu à tous mes débuts, repenser... toutes les joueuses avec lesquelles j'ai joué, les ligues dans lesquelles j'ai joué, voilà ce que j'ai accompli. Voilà, je pense que c'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le commencement de quelque chose. C'est juste un chapitre de mon livre qui se termine et pourra commencer un autre. La première chose que je ferai, honnêtement, je pense que je profiterai de chaque instant avec ma famille, avec mes amis, mes proches, pour tous les mois, tous les jours que j'ai ratés, en fait. Parce que je n'ai pas parlé tantôt, mais tu rates beaucoup de choses, en fait. Tu rates des anniversaires, parfois tu rates des mariages, tu rates des remises de diplômes ou des remises de prix, et tout ça, tout simplement parce que tu n'es pas là. Et je pense que, ouais,
la première chose que je ferais, c'est vraiment ça, c'est de profiter de chaque instant avec mes proches, ma famille, mes amis. Ouais, je pense que c'est ça. Que tous mes frères me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Que toutes mes sœurs me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Viens crier, frère.